un rappel sur les origines du drapeau blanc entre le Moyen Âge et la Restauration en 1814-1815. Puis, on va s'intéresser à la question centrale du thème de ce matin, qui est vraiment Henri V, qui est son rapport avec le drapeau blanc. Et enfin, proposer de réfléchir à ce qu'est le drapeau blanc pour les légitimistes depuis Henri V. Alors déjà, le blanc en lui-même, cette couleur, qu'est-ce qu'elle représente? Alors, de la plus haute antiquité, dirons-nous, pour les Romains comme chez les pères de l'Église, les vertus du blanc sont la pureté, la beauté, la sagesse, et aussi à partir de l'étude de la Bible et du Nouveau Testament, la gloire, la victoire, la jubilation et la sainteté. Donc, a priori, on peut dire que le blanc est une couleur auquel se rattachent des éléments, des vertus extrêmement positives. Faut pas oublier malgré tout pour les Romains, ça pouvait aussi avoir un sens négatif, la maladie, la paresse ou la lâcheté. Donc, ce qui n'a absolument rien à voir avec les vertus qui lui sont attribuées plus tard, en particulier dans la patristique. Alors, la couleur blanche et la France vont être liées très tôt. C'est ce que nous verrons donc dans notre première partie. Et aujourd'hui, on peut dire que cette couleur incarne le légitimisme et la royauté légitime et traditionnelle. Alors, quelles sont les origines du drapeau blanc? Alors, au Moyen Âge, quand les croisades ont été lancées, il n'y avait pas encore de drapeaux nationaux, bien entendu, mais assez rapidement, il me semble que c'est sous la deuxième ou la troisième croisade, la France s'est vue attribuer un drapeau blanc, enfin un étendard blanc à croix rouge. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le drapeau de Saint-Georges et qui sert en réalité de drapeau à l'Angleterre. C'est le drapeau anglais que l'on peut voir dans des matchs comme ceux du tournoi des 6 Nations ou des matchs de football. C'est pas l'Union Jack qui lui est tricolore, c'est bien le drapeau de la nation anglaise. Alors on verra que les Anglais ont eu souvent tendance à nous copier, à nous voler nos symboles, que ce soit en vexillologie, donc dans la science des drapeaux, ou au niveau des hymnes, puisque God Save the King, comme vous le savez, a pour origine Grand Dieu sauve le roi, un motet composé par Lully, à une époque où Louis XIV souffrait d'un mal bien particulier, disons, une fistule anale qu'il fallait opérer, et c'était extrêmement dangereux à l'époque. Donc les Anglais nous ont repris cet hymne, voyez-vous. Donc faut pas s'étonner de retrouver aussi un drapeau qui à l'origine est plutôt attaché à la France chez eux. Alors donc ce drapeau blanc à croix rouge n'est toujours pas un drapeau national, et il est plutôt extrêmement positif, parce que le rouge, c'est la passion du Christ, donc une croix rouge, c'est une couleur qui se rapporte à la passion du Christ dans la symbolique, donc une croix rouge, c'est vraiment ce qu'on pouvait espérer avoir de mieux comme couleur. Les Anglais, eux, au contraire, ont un drapeau rouge à croix blanche, qu'on retrouvera, on va faire l'inverse à un moment, on va recevoir ce drapeau nous-mêmes. Alors, l'évolution, ça va se faire avec la guerre de 100 ans. On va dire qu'entre ce temps des croisades et la guerre de 100 ans, il n'y a pas vraiment alors il n'y a toujours pas de drapeau national, mais quand l'armée du roi de France est présente sur le champ de bataille, ce qui va représenter le roi et donc le royaume, c'est soit la bannière de France, donc une sorte de drapeau de forme carrée portant soit un champ infini de fleurs de lys, soit les 3 fleurs de lys d'or, ça dépend de l'époque à laquelle on se trouve. Après Charles V, ce sera plutôt seulement 3 fleurs de lys, et avant lui c'est un semis de fleurs de lys. Soit vous allez avoir aussi, bien entendu, ce qu'on appelle l'oriflamme de Saint-Denis, donc qui était le drapeau que les comtes du Vexin
prenait pour partir en guerre en tant qu'avoué de l'abbaye de Saint-Denis. Et bien entendu, à partir du moment où le Vexin et l'abbaye de Saint-Denis ont été réunis au domaine royal, le roi est en quelque sorte devenu cet avoué de l'abbaye de Saint-Denis et a pu aller récupérer cet étendard-là, l'oriflamme, qui lui est plutôt de couleur rouge, a pu aller le récupérer donc pour partir en guerre. Alors, avec la guerre de 100 ans, tout ça va changer, et à cause de nos ennemis héréditaires anglais, qui vont s'approprier finalement nos couleurs. Donc ils s'approprient déjà le drapeau de Saint-Georges, qui aujourd'hui est clairement, comme je l'ai précisé tout à l'heure, l'emblème vexillologique de l'Angleterre, mais ils vont aussi s'attribuer l'oriflamme, puisque comme vous le savez, à partir du règne d'Henri V d'Angleterre, pas le nôtre dont il sera question plus tard, les Anglais occupent le nord de la France, occupent Paris, et ils s'attribuent donc l'oriflamme. Et on constate que les rois de France, à partir de ce moment-là, vont abandonner petit à petit l'oriflamme de Saint-Denis et lui préférer l'étendard de Saint-Michel, qui est une sorte d'oriflamme, en quelque sorte de substitution, et qui lui est blanc. Et cet oriflamme, enfin cet étendard de Saint-Michel, c'est en quelque sorte le drapeau de Jeanne d'Arc aussi. C'est à peu près la même chose. Donc ce drapeau blanc avec la Vierge en prière devant le Christ, avec des inscriptions à caractère religieux, mentionnant le Christ et la Vierge Marie, et Saint-Michel aussi est représenté dessus. Donc le blanc apparaît, on dirait, dans toute sa sainteté et toute son importance pour la monarchie française, avec la guerre de 100 ans, avec la libération du territoire, et il est renforcé, il acquiert pas des lettres de noblesse, mais une gloire exceptionnelle en étant non seulement une couleur que choisissent les rois, mais aussi la couleur de l'étendard de Jeanne d'Arc. Petit à petit, les armées françaises vont adopter le symbole de la croix blanche. Alors les drapeaux sont tous des drapeaux à croix au Moyen-Âge et au début de l'époque moderne. Et donc il va y avoir inversion. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous disais que nous avions le drapeau de Saint-Georges aux croisades blanc à croix rouge et les Anglais un rouge à croix blanche. Eh bien, les choses vont s'inverser. Et on peut voir sur beaucoup d'enluminures qui représentent des combats de la guerre de 100 ans, les Français porter un drapeau rouge à croix blanche ou une sorte de tabard ou de casaque, c'est-à-dire un vêtement. Alors le tabard, c'est un vêtement armorié, donc là c'est pas tout à fait des armoiries, mais un vêtement qui est rouge à croix blanche, tandis que les Anglais, eux, ont le vêtement blanc à croix rouge. Comme ça que sont représentées les différentes armées donc sur beaucoup d'enluminures, en particulier sur un manuscrit des Vigiles de Charles VII, donc un manuscrit de cercle de prière, mais où on va retrouver beaucoup de mentions enluminées de batailles, de prises de villes à l'époque de la guerre de 100 ans. Et je voulais aborder cet ouvrage parce que il date de Charles VII, comme son nom l'indique, et on y trouve quelque chose qui nous montre que le blanc n'est pas la couleur du roi, mais la couleur du pays. C'est une image qui représente la France en prière devant la Sainte Trinité, et elle est entourée de deux princes qui, eux, sont vêtus de manteaux bleus semés de fleurs de lys, tandis que la France elle-même est vêtue d'une grande robe blanche semée de fleurs de lys. Donc il y a une distinction qui se fait à cette époque-là entre le roi, dont la couleur est plutôt, et ça va vous étonner, le bleu, donc le bleu fleur de lysée bien sûr, et la France qui elle-même serait plutôt, aurait plutôt la couleur blanche. Donc voilà, se mettent en place cette symbolique de la couleur blanche qui serait la couleur française, et de la croix blanche qui est la croix de Saint-Michel et qui est la croix française. On va la retrouver ensuite sur les bateaux français, les bateaux marchands en particulier, portent des pavillons où souvent ils vont avoir
une croix blanche. Alors ça, on peut le voir en particulier sur les portulans. Vous savez, ces cartes souvent d'origine portugaise ou espagnole qui montrent le contour des côtes, et en particulier celle de l'Amérique et de l'Europe, hein, après la découverte de l'Amérique en 1492. Et quand sont représentés des établissements français ou des navires français sur ces cartes, soit vous allez les retrouver avec un pavillon de type pavillon royal, donc bleu, carré bleu et avec 3 fleurs de lys, soit ce seront des croix blanches, en général sur fond bleu. Le fond rouge, qui était celui qui apparaît le plus souvent sur les enluminures du temps de Charles VII, disparaît rapidement. Alors j'ai pas trouvé d'explication, mais il est évident qu'il y a beaucoup de drapeaux rouges à croix blanche, beaucoup d'armoiries aussi de ce type-là. Alors on peut penser au Danemark, à la Savoie. Alors le Danemark était un peu loin, mais peut-être que le roi de France n'avait pas forcément envie d'avoir le même emblème que le duc de Savoie. Allez savoir, justement. Bon, il y a sans doute une explication, mais celle-là, je ne l'ai pas trouvée. Après, c'est assez évident que le bleu étant la couleur du roi, le barré d'une croix blanche qui serait la couleur du pays était beaucoup plus logique que de garder le rouge. Rouge qui pourtant a aussi une symbolique française évidente, hein, du fait d'une part de l'oriflamme et du manteau de Saint-Martin, qui est un des saints patrons de la France. Je rappelle que Saint-Martin était un légionnaire, donc quand il coupe son manteau en deux, c'est parce que le légionnaire paye la moitié de son équipement, donc la moitié de son manteau est à lui, donc il donne ce qui lui appartient, il garde ce que l'État lui a donné et dont il ne pouvait pas se débarrasser au départ, puisqu'il était dans l'armée romaine, et le légionnaire a un manteau rouge. À pas confondre avec la chape de Saint-Martin, qui, elle, est souvent traditionnellement représentée de couleur bleue. Donc on voit, d'ailleurs, c'est ce que j'ai oublié de vous dire en introduction, mais forcément, parler du drapeau blanc, quelle que soit l'époque, ça va être aussi parler du bleu et du rouge, parce que, alors là, c'est Michel Pastoureau, un grand spécialiste des couleurs, qui le dit, on peut pas parler d'une couleur sans parler d'autres couleurs, parce que cette couleur, elle est ce qu'elle est par rapport à d'autres, et en référence à ces autres couleurs. Et comme vous le voyez, quand j'évoque la croix blanche ou les premiers symboles avec du blanc en France, il y a toujours du rouge et du bleu qui se promènent dans le secteur. Et j'irai même plus loin, je parlais d'enluminure tout à l'heure, les grandes chroniques de France, qui donc sont des ouvrages qui étaient destinés au roi et à ses successeurs à la cour pour enregistrer les hauts faits des différents rois de France, sont elles aussi couvertes d'enluminure, et le cadre de ces enluminures est toujours, alors je ne sais plus exactement le sens, mais il me semble que c'est rouge d'abord, blanc et bleu. Donc on va retrouver les trois couleurs très souvent associées au roi. Alors on va les retrouver en particulier au Moyen-Âge, mais aussi à l'époque moderne. Donc là, ça sera ma deuxième partie de ma première partie sur les origines du drapeau. Donc à l'époque moderne, le drapeau blanc va se retrouver, alors le blanc, plutôt que le drapeau d'ailleurs, il vaut mieux dire le blanc, va se retrouver aussi très souvent au combat auprès de nos rois, hein, que ce soit François Ier, Henri IV et ses successeurs Bourbon jusqu'à Louis XVI. Alors François Ier, il a un drapeau lors de la bataille de Marignan qui est assez étonnant. Il est très coloré, il y a du jaune, du noir, du bleu. C'est presque un peu comme le drapeau chinois du début du XXe siècle, avec beaucoup de bandes de couleurs, mais barré d'une grande croix blanche, toujours. Henri V, puisque c'est mon sujet central, évoque dans son discours, dans son manifeste bien connu, le drapeau de ses ancêtres, le drapeau de Jeanne d'Arc, de François Ier et d'Henri IV. Or, il faut bien reconnaître que François Ier a la symbolique du blanc, mais on le voit pas apparaître avec un drapeau tout à fait blanc. C'est plutôt Henri II
qui aura un drapeau de ce genre-là, blanc avec des lys de France, son monogramme et bien sûr un croissant, référence à Diane Chasseresse et malheureusement en quelque sorte à Diane de Poitiers, sa maîtresse. Bien, donc l'époque moderne va souvent voir aussi l'association des trois couleurs, bleu, blanc et rouge, dans les drapeaux de nos rois. En particulier, Henri IV, le drapeau d'Henri IV n'est pas un drapeau blanc. On fait souvent une confusion à ce sujet-là, confusion qui nous vient de la Restauration, où Henri IV forcément était le modèle à suivre. Hein. C'est pas pour rien que le petit Henri, destiné à devenir Henri V, a été prénommé Henri et pas Louis ou Charles, qui étaient devenus les prénoms traditionnels chez les Bourbons. Donc Henri IV est un grand modèle sous la Restauration et le blanc lui est associé du fait de la bataille d'Ivry, hein, le 14 mars 1590, où il aurait prononcé les mots fameux « Ralliez-vous à mon panache blanc ». Alors, bon, l'exactitude de la citation est discutée, hein. Est-ce qu'il parle de son panache? Alors c'est loin d'être sûr parce que on imagine mal à une époque où existent déjà des armes à feu, que le chef d'une armée se promène sur le champ de bataille où il combat lui-même avec un symbole aussi reconnaissable qu'un grand panache blanc sur le casque. En réalité, il ferait plutôt allusion aux cornettes. Les cornettes étant des petits drapeaux qui représentent l'endroit où se trouve le chef sur le champ de bataille. Et en général, ce n'est pas lui qui les porte, mais un soldat dont le rang est justement celui de cornette, hein, chargé de porter le drapeau qui représente l'endroit où se trouve le chef. Donc on va dire qu'il y a toute une mythologie au moment de la Restauration sur ce sujet-là. Et selon les auteurs, on passe des corps. Alors exactement, hein, Henri IV commence sa phrase en disant si mes cornettes vous manquent, donc on voit bien à quoi il fait référence, et ça se termine par ralliez-vous à mon panache blanc. Donc sous la Restauration, il va y avoir une évolution par rapport à cette citation. On passe des cornettes au panache et on finit au drapeau. Donc ça finit par être ralliez-vous à mon drapeau blanc, ce qui est clairement une erreur et qui n'est pas ce qu'Henri IV a dit. En tout cas, c'est pas ce que nous rapportent les plus anciennes traditions. Et on voit bien qu'il y a cette évolution-là vraiment sous la période de la Restauration dans les discours politiques qui font très souvent allusion à cette affaire du drapeau ou du panache blanc, pour légitimer d'une part le nouveau drapeau blanc, mais aussi parce que c'est important dans, en quelque sorte, l'idéologie de la Restauration, la figure d'Henri IV. Donc Henri IV, comme je le disais, au combat, par contre, on a des certitudes sur le fait qu'il possédait un drapeau, certes blanc, mais barré en pâle, c'est-à-dire à l'horizontale, avec des bandes rouges et bleues. Alors cette association, on va la retrouver la première fois, en tout cas la première que j'ai pu constater, c'est du temps de Charles V. Il a un genre de fanion, hein, avec lui, taillé en pointe, blanc, avec des liserés bleus et rouges. Et au centre, il y a une image qui représente Saint Michel, donc saint patron protecteur de la France, lui aussi. Donc c'est, je dirais, la première origine certaine d'un drapeau avec ces couleurs. Et ce liseré rappelle ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le liseré qui entoure les enluminures dans les grandes chroniques de France, qui justement commencent à être rédigées à peu près à la même période. En tout cas, les manuscrits que l'on connaît aujourd'hui. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce que bleu, blanc et rouge sont les couleurs maintenant du roi. Le roi, c'est plus seulement le bleu, c'est les trois couleurs, et c'est ce qu'on va retrouver en particulier jusqu'à l'époque de Louis XVI, sur les vêtements, la livrée des serviteurs du roi.
si vous cherchez des vêtements des serviteurs du roi à la cour de Versailles, vous verrez que la couleur principale, c'est le bleu. Les revers, en général, sont rouges. Et il y a toute une passementerie blanche qui crée des décors dessus. Alors bon, je peux déjà aborder un peu le sujet de la restauration, même si je n'en ai pas encore fini avec l'époque moderne. Quand Louis XVIII sera restauré et qu'on lui propose d'adopter donc les trois couleurs, il répondra non, je ne veux pas imposer mes couleurs à la France. Rendons-lui le drapeau blanc qui est le sien, enfin ou la couleur blanche qui est la sienne, ou le drapeau blanc qui est le sien. Pour Louis XVIII, bleu, blanc, rouge, c'est pas problématique, mais ce sont les couleurs de son service. S'il le conserve, c'est comme s'il faisait de la France et des Français ses serviteurs, et comme s'il en était le maître. Et on peut pas dire que Louis XVIII est un despote, hein. Je rappelle que le maître, c'est le despote, despotès en grec. Donc il veut pas être le maître de Français qui ne seraient que des serviteurs. Il refuse en partie le drapeau tricolore. Pour cette raison, il préfère donner à la France ses couleurs traditionnelles, hein, telles qu'on les considère, en tout cas depuis au moins le règne de Charles VII, hein, comme je vous le rappelle, hein, l'enluminure qui représente la France vêtue de blanc, fleur de lysée, en prière devant la Trinité. Donc c'est une des raisons, pas la seule, hein, on en reparlera tout à l'heure, qui explique le rejet des trois couleurs à l'époque de la Restauration. Mais il se trouve qu'avec Henri IV, alors comme je l'ai dit, hein, François Ier et la Croix Blanche, pas de problème. On retrouve sous Henri II un drapeau clairement blanc qui représente le roi avec des fleurs de lys, son monogramme et un croissant de lune. Charles IX, on a aussi on a du tricolore aussi au temps de Charles IX. Il y a du bleu, blanc, rouge, et on a des choses un peu plus étranges, alors avec des couleurs comme le vert, mais toujours le blanc, la croix blanche. Ça, c'était les drapeaux particuliers des rois, hein, attention, ce ne sont pas des drapeaux nationaux, c'était vraiment le drapeau particulier du roi à la guerre. Donc, Henri IV vient se poser un problème, c'est que, comme vous le savez, au moment de l'assassinat d'Henri III, Henri IV est encore protestant. Il est le chef d'une armée protestante qui a combattu soit des armées catholiques, soit des armées royales qui étaient évidemment catholiques à ce moment-là. Il s'est rallié à son cousin Henri III, tout va bien entre eux, nonobstant ce problème religieux, bien sûr. En tout cas, ils se sont alliés, ils assiègent Paris tous les deux, et comme vous le savez, Henri III finit mal, il est poignardé, et il finit par en mourir. Alors pas tout de suite, hein, il a 2 ou 3 jours entre le moment où il est poignardé. Oui, il me semble que c'est 3 jours, à vérifier, mais bon, il lui reste du temps entre le moment où il est poignardé et le moment où il meurt, ce qui lui permet il sait que c'est fini pour lui, donc ça lui permet de faire la transition sur son lit de mort, de bien présenter Henri de Navarre, il n'est pas encore Henri IV, comme évidemment son successeur naturel, ce qui était déjà connu, ce qui allait de soi pour beaucoup de gens, mais ce qui va de soi va toujours encore mieux en le disant, donc il le précise bien que Henri de Navarre sera leur roi après sa mort, non seulement parce qu'il y est appelé par les règles de succession à la couronne, mais aussi parce que ses qualités militaires, s'il n'y avait pas eu nos lois fondamentales, auraient fait de lui évidemment le chef du camp royaliste et donc le nouveau roi. Mais problème de religion, il est protestant. Et il se trouve que les protestants, eux aussi, attribuent aux blancs et aux noirs des vertus particulières, alors en particulier l'honnêteté, la sobriété, hein, qui sont importantes pour ces gens. Par exemple, hein, les églises des Pays-Bas, donc au XVIe siècle, hein, quelques décennies sans doute avant les événements tragiques de Saint-Cloud en 1589, ont été
neutralisé en quelque sorte au niveau des couleurs. On a retiré tout ce qui faisait la décoration interne de ces églises, toutes les peintures, et ils ont été blanchis. Alors soit ça a été nettoyé, soit ça a été blanchi à la peinture ou à la chaux. Les intérieurs sont à ce moment-là intégralement blancs. Alors je rentre pas dans des temples protestants, donc je ne peux pas vous dire si c'est encore le cas aujourd'hui partout, mais il me semble, ce que j'ai pu en voir en photographie, qu'effectivement les intérieurs sont alors, dépouillés, ça c'est évident, on le sait déjà, mais blancs évidemment. Donc le blanc a des vertus pour les protestants, et c'est sans doute aussi pour cette raison que Henri de Navarre en tout cas, s'était donné cette couleur, ou l'avait reprise aux armées protestantes. Il se trouve que au Moyen-Âge, donc dans la période qui précède, la couleur qui s'oppose le plus au blanc, c'est pas le noir comme pour nous, c'est pas l'opposition noir et blanc, c'est une opposition moderne en réalité, hein. C'est quelque chose qui est essentiellement du 19e siècle, avec ça vient des nouveautés techniques, technologiques et de la communication, les journaux qui sont imprimés en noir et blanc, plus tard la photographie qui aurait pu se faire en couleur tout de suite, mais le noir et blanc a été préféré. Et enfin, le cinéma, ça va pousser certains, parce que j'ai dit dès le début de mon intervention que le blanc était une couleur. Je ne sais pas si certains ont tiqué à ce propos, parce qu'on entend encore parfois que le blanc et le noir ne sont pas des couleurs, que c'est l'absence de couleurs. Alors ça, c'est une vision typiquement 19e siècle. C'est quelque chose qui a été évident pour une dizaine de générations d'Européens seulement, mais qui ne l'était pas du tout au Moyen-Âge, et qui maintenant, le noir et blanc, c'est quand même marginalisé, hein. C'est au niveau cinématographique, il y a quasiment plus de films en noir et blanc, c'est très rare. De nouveaux films, hein, évidemment, je parle pas des anciens, et encore les anciens, on a tendance à les coloriser. La photographie en noir et blanc, ça devient quelque chose de réservé aux artistes, et encore, c'est pas rare, mais c'est plus une évidence. Et l'imprimerie, alors certes, la presse, c'est forcément, les caractères sont toujours imprimés noirs sur du papier blanc, mais les journaux se sont largement colorisés eux aussi, sans parler de la télévision. Quand j'explique à mes élèves de collège que dans le passé il n'y avait que entre 1 et 3 chaînes, et qu'en plus c'était du noir et blanc, je pense qu'ils imaginent que ça date de la préhistoire, c'est évident. Donc l'opposition noir et blanc, c'est vraiment une opposition 19e, 20e siècle, et encore pas tout le 20e siècle, et qui est en train de disparaître. Donc la couleur qui est l'opposé du blanc au Moyen-Âge, c'est surtout le rouge. Le rouge s'oppose au blanc. Donc, si on en revient au moment où Henri de Navarre combat à la tête des armées protestantes, contre qui combat-il? Combat contre les Guises et leurs alliés espagnols. Or, l'écharpe blanche des protestants, des armées protestantes, s'oppose à l'écharpe rouge des armées, alors non pas catholiques, mais elles le sont tout de même, mais des armées essentiellement espagnoles. Le rouge, encore aujourd'hui, la cocarde rouge, c'est un symbole, c'était le symbole des armées espagnoles encore au 19e siècle. Je suppose que sur les uniformes de tradition espagnole aujourd'hui, il doit y avoir encore des cocardes rouges. Pour ce qui est des uniformes normaux, bien sûr, il n'y a plus vraiment de symbolique traditionnelle, où elle est très atténuée pour des raisons de camouflage, donc on en voit plus rarement. Donc c'est le blanc plutôt français va s'opposer à un rouge plutôt espagnol. Et c'est assez naturel quand Henri IV devient roi. Comme vous le savez, il se convertit pas immédiatement à la religion catholique, il garde le blanc. Et quand en 1593 il se convertit, puis en 1594 il reconquiert son royaume en reprenant Paris, le blanc cesse d'être associé au protestantisme,
d'Henri de Navarre, et reprend sa place finalement de couleur nationale, en quelque sorte, de couleur bien française, comme il pouvait l'être pendant la période médiévale. Alors à partir d'Henri IV, le blanc va acquérir une autre fonction, il va symboliser celle du commandement du roi. C'est assez logique avec ce que je vous expliquais tout à l'heure, le fait que Henri IV était environné de cornettes blanches lors des combats, qui représentaient la position du commandant. Le commandant a une cornette blanche, le roi est ce commandant, et donc les commandements du roi vont être symbolisés par le blanc et le drapeau blanc. Et donc, c'est là qu'on va trouver ce qu'on appelle les premiers pavillons nationaux. Dans la marine royale, les navires français vont posséder un drapeau, enfin un pavillon exactement, qui lui est entièrement blanc. Alors il va y avoir des variations entre le temps de Louis XIV et celui de Louis XVI. Ça peut être tout blanc, ça peut être blanc fleur de lysée parfois, ou blanc avec les armoiries du Royaume de France, voire encore blanc fleur de lysée et avec les armoiries du Royaume de France. Alors il y a des significations distinctes selon la couleur employée. Le blanc, c'est le plus commun. Le blanc fleur de lysée et avec les armoiries de France, c'est le pavillon royal. Si le roi est à bord du bateau, on va aborder ce genre de drapeau. Très souvent, on va aussi avoir des drapeaux blancs avec les armoiries simples, pas forcément fleur de lysée, puisque ça représenterait le roi, pour se distinguer. Parce que sur les océans et les mers du XVIIIe siècle, il doit être assez compliqué de reconnaître la nationalité des bateaux, puisque le blanc va devenir la couleur des Bourbons. Or, les Bourbons, avec Louis XIV, vont essaimer un peu partout, en Espagne, en Italie du Nord avec le duché de Parme, en Italie du Sud avec le royaume de Naples et Sicile, plus tard royaume des deux Siciles, et là, ce ne sont pas des Bourbons, mais des Capétiens, et au Portugal, puisque les rois de Portugal descendent d'une branche illégitime de la maison de Bourgogne, donc issue de Robert II, donc ce sont bien des Capétiens, même s'ils ne sont pas successibles au trône de France, étant issus d'une branche illégitime. Mais alors que les Portugais, les rois de Portugal sont pas nos amis, sont les alliés des Anglais la plupart du temps, du Moyen-Âge au temps de Napoléon, ils sont clairement du côté anglais, pour des tas de raisons. Eh bien, pour rappeler leur origine française et prendre un peu de lumière de la gloire des Bourbons, et sans doute aussi parce qu'il y a des mariages entre Bourbons d'Espagne et princesses ou princes portugais, ils vont adopter la couleur blanche aussi pour leur pavillon. Alors, tous ces royaumes apposent sur leur pavillon blanc les armoiries, qui de Sicile, qui d'Espagne, de Parme ou de Portugal. Mais bon, il y a quand même une certaine complexité qui va amener en 1783 le roi Charles III d'Espagne à adopter ce qui va devenir le drapeau espagnol actuel, c'est-à-dire rouge avec un grand pâle d'or au centre et avec ou sans les armoiries espagnoles. Ça va dépendre. Au départ, il n'y a pas forcément besoin de les mettre, puisque évidemment, ce drapeau est le drapeau de l'Espagne de Charles III. Et puis, au vu des conflits et vicissitudes de la vie politique et de l'histoire espagnole du XIXe siècle et du XXe siècle, il est de bon ton de mettre des armoiries pour préciser de quel régime, dans quelle Espagne on est finalement. Bien. Donc voilà, le drapeau blanc, le pavillon blanc en tout cas, représente la France au niveau maritime, mais la France officielle, c'est-à-dire que ce sont les bateaux de guerre, les bateaux de l'État, qui sont pavillonnés ainsi. Et encore pas tous, puisque, je vous l'ai dit, on va retrouver le rouge et le bleu toujours auprès du blanc. Un pavillon rouge fleur de lysée frappé des armoiries de France, c'est le pavillon des galères du roi.
qui sont des drapeaux, des navires de l'État, bien sûr, mais particuliers. Alors, ils ont une mission militaire, hein, de défense en Méditerranée, certes, mais aussi de sanctions, puisque les galériens, ils sont rarement de leur plein gré. Et donc là, on a le rouge. Alors, il y a sans doute une raison aussi. Est-ce que justement c'est lié au fait qu'il y ait des condamnés dessus? C'est possible. Bon, c'est à voir. En tout cas, pour les navires non officiels, les navires marchands, peut-être les navires de pêche, encore que eux, ils font du cabotage, ils s'éloignent pas forcément toujours à l'époque. Il y a quand même des navires qui font de la grande pêche, donc ceux-là, on peut les assimiler aux navires marchands. Donc les navires marchands, eux, on a parlé du rouge pour les galères, on va parler du bleu pour eux. Eux, ils possèdent un pavillon bleu à croix blanche. Ce pavillon bleu à croix blanche peut être rehaussé en son centre des armoiries de France ou pas. Alors ça va durer un certain temps, et puis finalement, les marchands et les bateaux de commerce vont obtenir un privilège du roi qui sera de leur accorder un drapeau tout blanc parce qu'ils considèrent que c'est le pavillon national. On est au XVIIIe siècle, l'idée de nation commence à apparaître. Alors, il faut bien se mettre en tête que quand je parle de pavillon national, ou jusqu'ici quand j'ai employé le mot nation, je pense pas du tout à la nation révolutionnaire, mais bien à la nation telle que l'imaginaient les gens avant la Révolution. Alors, il y a une complexité dans les dernières années, les dernières décennies qui précèdent la Révolution, parce que forcément les idées nouvelles se mélangent un peu avec les idées anciennes et il y a un peu de confusion. Mais ce qu'ils imaginent être la nation, c'est clairement l'union des peuples au pluriel de France, dans la personne du roi qui est la tête de la nation et qui est la nation même, si vous voulez. La nation ne peut pas exister en dehors du roi. Bien. Donc, ils veulent cette couleur nationale. On imagine bien qu'elle a pris pour eux une symbolique particulière. Ils en sont fiers. Ils ressentent sans doute une forme de patriotisme à la vue de cette couleur blanche. Et c'est pour ça que ces gens veulent l'obtenir. Ils l'obtiennent. Le roi leur accorde de bon cœur de se signaler par un drapeau blanc. Donc je disais qu'on pouvait mettre les armoiries de France sur ce pavillon maritime. Il reste que le plus souvent, le pavillon en question est vraiment tout blanc. Bien. Alors, dernière occurrence de ce drapeau blanc, ça va être pendant la guerre d'Amérique, la Révolution américaine. Le drapeau blanc est sur les bateaux français qui vont permettre de remporter la victoire, en particulier à Yorktown. Et un peu plus tard, au XIXe siècle, quand les Américains voudront honorer justement les Français et leur participation à la victoire à Yorktown en 1781, il y a un tableau assez célèbre qui représente cela, où vous avez d'un côté les troupes américaines avec Washington, de l'autre côté les troupes françaises. On voit le premier drapeau américain. Au centre, les Anglais à pied se rendent. Et à votre gauche, quand vous observez le tableau, vous voyez les troupes françaises et elles portent un grand drapeau blanc. Alors c'est une erreur du 19e siècle. Je pense que l'auteur a fait une confusion entre ce qui pouvait s'être passé en 1781 et ce qui se passait à l'époque de la Restauration. Mais clairement, le blanc est bien la couleur de la France, y compris pour ces Américains. Bon, pour terminer sur cette période antérieure à la Révolution, la Croix Blanche va se retrouver sur les drapeaux des régiments. Donc tous les régiments royaux ont des couleurs extrêmement chamarrées et différentes. Toutes les couleurs y passent, parfois même plusieurs couleurs. Mais tous les drapeaux régimentaires français portent une Croix Blanche, qui est toujours la marque nationale. Alors c'est un problème, parce que le fait qu'il y ait beaucoup de couleurs et donc beaucoup de drapeaux pour chaque régiment va pas être évident sur le champ de bataille. On a eu une occurrence où les canons français ont tiré sur les soldats français.
parce que les canonniers, l'artillerie ne reconnaissaient pas les drapeaux et le régiment, donc c'est un peu compliqué pour eux. Du coup, on va encore ajouter du blanc, des cravates blanches sur la hampe des drapeaux pour qu'ils soient plus facilement reconnaissables pour l'artillerie. Et puis, à la fin de la période, l'uniforme des soldats français est essentiellement blanc. Du tissu blanc est utilisé donc pour les uniformes de nos armées. Il le sera à nouveau à la fin du règne de Napoléon, quand on va enrôler ce qu'on appelle les Marie-Louise, donc les soldats les plus jeunes, hein, vraiment à la toute fin du règne de Bonaparte, parce que il y a plus possibilité de faire de la coloration bleue, ça devient compliqué, on n'a plus le temps, donc on récupère soit des vieux stocks d'uniformes, soit on se passe de coloration et on va retrouver des uniformes blancs à cette époque, pour des raisons de temps, mais aussi d'économie sans doute. Bien, donc le bleu couleur de nos armées, non, le bleu c'est plutôt la couleur des Prussiens au niveau des uniformes à l'époque. Bien, ou des Suédois qui eux ont du bleu et jaune. Donc voilà. Alors, donc il n'y a pas de drapeau avant la Révolution, il n'y a pas de drapeau national, il y a des pavillons de marine, il y a une couleur blanche qui a une symbolique évidente française pour tout le monde, mais il n'y a rien qui correspond au drapeau tel qu'on en a l'usage aujourd'hui. Il n'y a pas de drapeau qui flotte sur le palais de Versailles. Le roi au mieux est accompagné d'un drapeau blanc, d'un vrai drapeau blanc cette fois, qui remplace la cornette. Petit à petit, je dirais que Louis XV est accompagné d'un drapeau blanc sur le champ de bataille. Louis XVI, évidemment non, puisqu'il n'a pas été sur le champ de bataille, il n'a pas été en Amérique. Par contre, il a été au Havre, à Cherbourg, pardon, et il y a été accompagné d'un drapeau blanc. On en a encore un qu'on suppose être celui qui a été tendu sur la barque que le roi a empruntée pour se promener dans le port. Voilà. Donc on a bien ce drapeau blanc, fleur-de-lysée et avec les grandes armes de France dessus. Donc sous la Révolution, le problème que j'évoquais du fait que beaucoup de nations ont le même drapeau sur mer, le même pavillon, pose question. Et il va y avoir un débat sur ce qui doit être fait pour que les navires français soient plus reconnaissables. Donc on va décider de leur faire arborer un drapeau tout blanc toujours, mais avec dans le canton les couleurs rouge et bleu, séparées par une bande blanche, dressée à la verticale, et entourée d'un liseré bleu, blanc, rouge à nouveau. Enfin rouge, blanc, bleu à nouveau. Finalement, on est dans une composition qui rappelle vaguement celle de Charles V ou d'Henri IV au départ. Mais en réalité, les couleurs ont déjà changé de signification. Il est évident que les révolutionnaires, même au tout début de la Révolution, à un moment où ils sont encore monarchiste, alors pas royaliste, mais monarchiste. Alors, je précise, j'explique la précision, c'est-à-dire que c'est un moment où ils ont pas du tout envie d'être républicains, ils ont même pas l'idée d'être républicains, même des types comme Marat et Robespierre tiennent des propos très hostiles aux idées républicaines à ce moment-là, ils vont bien changer par la suite, mais ils sont pas royalistes au sens où ils ne veulent pas que le roi ait de pouvoir, qu'ils ne lui reconnaissent plus d'origine sacrée et qu'ils le privent, comme vous le savez, petit à petit de tout pouvoir et de toute autorité. Donc il est évident que dans ces conditions-là, ils n'ont aucune envie ni de se signaler comme des serviteurs du roi, par les couleurs bleu, blanc et rouge qu'on pouvait retrouver sur les vêtements des serviteurs, et ils n'ont pas envie de faire des rappels de ce qui se faisait au temps d'Henri IV ou de Charles V, d'une part parce qu'à mon avis, ils l'ignoraient complètement, et deux, parce que aucun intérêt pour eux.
Alors d'où leur vient cette envie de rajouter du bleu et du rouge à notre blanc. Bon, alors évidemment, la Révolution, au moment de la prise de la Bastille, vous le savez bien, des cocardes tricolores bleu, blanc, rouge vont être abordées. Alors, c'est pas évident de savoir exactement quel jour, il semblerait que ce soit plutôt le 14 juillet. Alors, on vous raconte les gros problèmes de l'éducation nationale, on vous explique en cours, en troisième, sur les symboles de la République, que le bleu et le rouge sont les couleurs de la ville de Paris, auxquelles on aurait rajouté le blanc, couleur du roi. Alors ça, c'est de la pure légende. C'est une légende qui a quand même un fondement, c'est Lafayette qui explique ça dans ses mémoires. Le peuple et le roi, qu'il aurait réuni dans les couleurs de la cocarde qu'il offre à Louis XVI le 17 juillet 1789. Bon, c'est faux. Les couleurs de Paris, c'est pas le bleu et le rouge. Alors, je sais bien que le maillot du PSG aujourd'hui, c'est bleu et rouge essentiellement, mais il y a bien le bleu, il y a bien du rouge, mais c'est pas ce rouge sang qu'on va retrouver sur le drapeau ou sur la cocarde, c'est plutôt du rouge brique. C'est la couleur ce sont les couleurs traditionnelles de Paris depuis très longtemps. Les enluminures qui nous montrent les mauvaises actions d'Étienne Marcel au temps de Charles V montrent déjà ses partisans portant un espèce de bonnet qui n'est pas sans rappeler le bonnet phrygien d'ailleurs, bleu et rouge brique. Donc ce bleu et rouge viennent pas de Paris. Alors évidemment, Lafayette avait tout intérêt à raconter ça, à se présenter comme le créateur des trois couleurs, puisque de tous ceux qui, le 17 juillet 1789, entouraient Louis XVI et ont été présents, toutes les personnes importantes en tout cas qui étaient présentes à ce moment-là, quand on lui a attaché au chapeau la cocarde tricolore, la plupart ont très mal fini. Je rappelle que le maire de Paris, c'était Bailly, il a été guillotiné. En 1800, alors je crois que c'est 23 ou 24, hein, l'édition des mémoires de Lafayette, il est évident que plus personne n'était là pour contester ses propos et sa volonté de se présenter finalement comme le créateur du drapeau tricolore à travers la cocarde. On était sous la Restauration, c'était donc le drapeau blanc, mais je rappelle que Lafayette était un des principaux chefs de l'opposition, et c'est lui qui donnera à l'usurpateur Louis-Philippe le drapeau tricolore à embrasser à l'hôtel de ville en août 1830, un peu plus tard. Donc la réalité, c'est qu'on n'a pas vraiment d'idée de l'origine de ces trois couleurs. On a un doute quand même. Le prévôt des marchands, Flessel, qui est tué avec le gouverneur de Launay, le gouverneur de la Bastille, dès le 14 juillet, on a retrouvé une lettre de ce Flessel à Launay, où il lui dit résistez, tenez bon, le temps que l'armée, les troupes du roi arrivent. J'amuse les Parisiens avec des cocardes. Et on a tout un tas de sortes de décrets qui ont été pris les 13 et 14 juillet 1789 pour dire on prend telle couleur ou telle autre couleur ou tel ensemble de couleurs. On n'a pas retrouvé celui qui nous parle du bleu, blanc, rouge, mais quand on a j'amuse les Parisiens avec des cocardes, certains historiens se sont dit tiens, et si Flessel leur avait fait une blague en les convainquant d'adopter le bleu, blanc, rouge, qui sont les couleurs du service du roi. Donc c'est une des hypothèses en réalité des origines des trois couleurs, bien qu'on puisse pas vraiment le prouver, mais il y a quand même de fortes chances. Parce qu'au matin du 14 juillet, les gens ont plutôt des cocardes bleu, blanc, rose, d'après certaines chroniques et mémoires du temps que l'on a, sans parler du fait qu'ils ont une autre couleur très royaliste finalement. On verra pourquoi ensuite. Le 13 juillet, ils ont adopté la cocarde verte. Alors pourquoi c'est très royaliste? Eh bien tout simplement parce que et pourquoi ils l'abandonnent très vite. Alors c'est Desmoulins dans son discours qui prend une feuille, un arbre en disant on va aborder une cocarde verte couleur de l'espérance, mais c'est vite abandonné parce que c'est la couleur de la livrée du comte d'Artois, donc le futur Charles X. Et pourquoi je dis que c'est une couleur très royaliste? Eh bien, si vous connaissez la décoration du brassard de Bordeaux, qui a été attribué à beaucoup de Bordelais, puisque Bordeaux s'est soulevé contre Napoléon et a accueilli le duc d'Angoulême
en 1814. Le vert était donc la livrée du comte d'Artois. Le duc d'Angoulême est le fils du comte d'Artois. Il est évident que si le ruban du brassard de Bordeaux est vert, c'est en référence à la branche d'Artois de la famille de France qui accède plus tard au trône. Et c'est pas pour rien non plus que pendant les 100 jours, et même à l'époque du Directoire, certains groupes de royalistes sont appelés les Verdets. Donc le vert est une couleur éminemment royaliste à cette époque-là aussi. Donc j'en reviens à mes trois couleurs. Donc peut-être une origine qu'on ne pourra jamais prouver, qui serait celle du service du roi à travers une blague du prévôt des marchands assassiné malheureusement le 14 juillet. Mais pour beaucoup, c'était déjà les couleurs des idées nouvelles depuis justement la Révolution américaine et en référence aux couleurs du drapeau américain. Alors là, on voit l'échange entre nous et les Anglais. Hein. Ils nous prennent notre drapeau de Saint-Georges, ils nous prennent l'oriflamme, et là, c'est nous qui leur reprenons leurs couleurs, parce que, bon, certes, ce sont les couleurs du drapeau américain, mais je rappelle qu'avant d'avoir les 50 étoiles, ou plutôt les 13 étoiles à ce moment-là en canton, les Américains avaient bien leurs 13 bandes rouges et blanches, mais en canton, c'était l'Union Jack, du temps de la colonie, des 13 colonies, plutôt. Donc le bleu, dans ces conditions, trouve son origine dans le drapeau britannique, ce qui n'est pas vraiment glorieux. Il vaut mieux que ce soit les couleurs du service du roi. Bien, donc c'était les couleurs des idées nouvelles, donc de ces idées des Lumières, et forcément donc des idées révolutionnaires. C'est pour ça, deuxième cause qui va faire qu'on va plutôt éviter, en tant que royaliste, de s'attribuer ces couleurs. Donc je reviens à notre pavillon, juste un petit canton bleu, blanc, rouge avec son liseré, c'est pas très visible, et finalement, assez rapidement, ça va s'étendre, c'est-à-dire que l'ensemble du champ du pavillon va devenir rouge, blanc et bleu en mer, et disposé de façon verticale pour bien se différencier d'un autre drapeau bleu, blanc, rouge qui est celui des Pays-Bas. Bien. Donc, la disposition telle qu'on la connaît aujourd'hui, verticale, alors j'ai dit bleu, blanc, rouge à l'instant, c'était rouge, blanc, bleu, hein, c'est le bleu qui flottait au vent. Aujourd'hui, c'est le contraire, c'est bleu, blanc, rouge avec le rouge qui flotte au vent. Cette disposition-là, c'est sous le règne de Napoléon qu'elle va être prise, et plus spécifiquement à la fin de son règne, voire pendant les 100 jours. Auparavant, certes, il y a des drapeaux tricolores, mais c'est pas toujours évident de les trouver disposés bleu, blanc, rouge. Ça existe sur les bâtiments officiels. Dans l'armée, on a plutôt un drapeau avec un genre d'hexagone. Les angles des supérieurs et inférieurs forment des triangles isocèles bleus ou rouges, et le centre est blanc avec des inscriptions. Ça va être ça le drapeau régimentaire sous Napoléon, en tout cas avant les 100 jours. Quand Louis XVIII revient en France, alors là, on a tendance à penser qu'il va adopter le drapeau blanc. Alors déjà, oui, pourquoi le drapeau blanc? C'est quand même l'essentiel. Le drapeau blanc va venir en réaction à ce drapeau tricolore. Les partisans du roi, les Chouans, les Vendéens, vont évidemment opposer le blanc royal au tricolore révolutionnaire. La naissance de cette opposition, c'est le banquet de Versailles, fin septembre, début octobre 1789, quand les gardes du corps présents à Versailles, lors d'un banquet, vont arracher les cocardes tricolores, les piétiner et recevoir de femmes de la cour des cocardes blanches comme ils en avaient précédemment, puisque les soldats du roi portaient cocardes blanches. C'était le symbole du commandement royal. Et un peu un symbole national, mais c'était plus le commandement royal quand même que le symbole national, puisque souvent les armées d'Ancien Régime étaient composées de mercenaires. Donc eux, le côté national leur parlait évidemment assez peu. Donc c'était vraiment le fait d'être commandé par le roi
qui amenait à cette couleur blanche. Donc là, la couleur blanche va changer, elle va prendre un caractère politique, s'opposer au tricolore, puis un caractère royaliste clair en étant la couleur des Vendéens et des Chouans, et ce jusqu'à la fin du règne de Napoléon. Donc en fait, le drapeau blanc, avec l'usage qu'on va lui attribuer aujourd'hui, apparaît en réaction au drapeau tricolore, bien que le drapeau blanc lui-même exista depuis bien longtemps avant cette période. Alors, à l'époque de la Restauration, quand Louis XVIII débarque en France, il n'est pas évident qu'il va adopter directement le drapeau blanc, parce qu'on a une source, donc c'est le général Dubarail, qui rapporte ce qu'a vu son père, qui était présent au moment où Louis XVIII débarque à Calais. Et pour faire simple, quand Louis XVIII arrive, il porte une cocarde tricolore. Alors il nous dit, je vais vous retrouver le texte exact de Dubarail. Alors il faut savoir que ce Dubarail était plutôt un bonapartiste, mais bon. Son père, lui, je n'en ai pas vraiment d'idée. Alors, le texte nous dit, alors c'est un texte qui date du temps d'Henri V et du conflit sur le drapeau, donc je vais aborder ensuite. Bon. Le prince, donc il s'agit d'Henri V, avait le droit de croire que les monarchistes de l'Assemblée l'accepteraient avec son drapeau. Élevé sur les genoux de la Dauphine, fille infortunée de Louis XVI, nourri des souvenirs des 2 premières restaurations, il se rappelait sans doute la scène historique et piquante qui marqua la première entrevue de son grand-oncle, le roi Louis XVIII, et des maréchaux du Premier Empire venant le saluer au château de Saint-Ouen. Louis XVIII croyait, probablement, que la France ne voudrait jamais abandonner le drapeau tricolore qu'elle venait de promener victorieux à travers l'Europe. Et il avait déjà fait son deuil du drapeau blanc, puisque pour recevoir les maréchaux, il avait arboré à son chapeau une cocarde tricolore qu'il se hâta de faire disparaître lorsqu'il vit la cocarde blanche au chapeau des maréchaux. Le comte de Chambord pouvait donc croire que les parlementaires s'exagéraient les répugnances du peuple et de l'armée contre le drapeau blanc. Bon, voilà, donc cette petite, aventure qui est arrivée à Louis XVIII montre que c'était un roi capétien traditionnel et pragmatique. S'il fallait faire avec le tricolore, il aurait pu faire avec le tricolore. Et vous savez ce qu'il en dit, puisque je l'ai rappelé tout à l'heure, qu'il ne veut pas imposer à la France ses couleurs et qu'il veut lui rendre le drapeau blanc qui est le sien, parce que pour lui, bleu, blanc, rouge, c'est le service du roi, blanc, c'est la France. Bien. Donc, voyons que partout, Bordeaux d'abord, les maréchaux ensuite, et pas mal d'autres personnes rangent les drapeaux tricolores et arborent des drapeaux blancs pour accueillir le roi et bien montrer qu'ils se désolidarisent de Napoléon, ce qui est un bon plan aussi dans le cadre de l'occupation qui est en train de se faire du territoire français par la faute des défaites de Napoléon. Donc on veut se signaler qu'on rejette ce régime et qu'on accepte le retour du roi en arborant le drapeau blanc. C'est de là donc que vient ce drapeau blanc qui devient le drapeau national français, mais avec une forme d'incomplétude, c'est que on trouve le drapeau blanc effectivement très souvent tout blanc sur les représentations de l'époque, mais le plus souvent, les gens vont lui rajouter quelque chose. Alors, ce qui est le plus évident, ce sont des fleurs de lys. Dans les angles du drapeau blanc, vous trouvez souvent des fleurs de lys, ou alors au centre, un genre une couronne de feuillage, souvent du laurier, parfois des palmes, ça peut dépendre, avec les 3 fleurs de lys au centre. Pas d'armes de France véritablement, il n'y a pas de bleu. C'est directement sur le blanc, et parfois ou pas la couronne royale au-dessus. Donc on va essayer de charger le drapeau blanc pour qu'il signifie plus. Parce que déjà, à ce moment-là de l'histoire,
Le drapeau blanc a l'autre signification qu'on lui connaît aujourd'hui, c'est celle du fait de se rendre, et c'est aussi un drapeau de capitulation pour les armées. Donc c'est ce qui pose problème sans doute à certains qui veulent le charger un peu pour bien le différencier. Alors, une des explications d'ailleurs du drapeau blanc pour signifier la reddition vient du trop grand nombre de victoires de nos rois, Louis XIV et Louis XV. La guerre à l'époque est surtout une guerre de siège, hein, même si sous Louis XV on va retrouver des batailles rangées comme la bataille de Fontenoy. Sous Louis XIV, en tout cas, c'est une bataille de siège. On assiège des villes qui sont souvent des villes d'empire ou des villes des Pays-Bas, donc des villes où flotte un drapeau souvent d'or à l'aigle de sable pour l'empire, ou tricolore bleu blanc rouge pour les Pays-Bas. Et bah, quand la ville se rend, qu'est-ce qu'elle fait? Elle abaisse son drapeau d'origine et elle monte un drapeau blanc qui signifie qu'elle se rend au commandement du roi de France. Donc on pense que c'est une des origines du blanc comme couleur de la reddition. C'est les autres qui se rendent avec un drapeau blanc, mais ils se rendent à la France. Donc pour nous, il n'y a pas de honte à avoir un drapeau blanc, c'est pas du tout un drapeau de reddition pour nous, c'est la reddition des autres dans les mains de nos rois ou de nos généraux. Voilà. Alors c'est une des hypothèses, hein. Il y en a d'autres, donc c'est pas une certitude, mais si c'est vraiment la bonne hypothèse, c'est une belle hypothèse à confirmer pour nous. Donc on en arrive maintenant à Henri V. Quand Henri V est petit, donc et on le sait, hein, dans son manifeste célèbre, il nous dit que le drapeau blanc a flotté sur son berceau, donc évidemment c'était le drapeau français, quels que soient les ajouts qu'on ait pu lui faire pour le distinguer. Le drapeau de la France est essentiellement le drapeau blanc, et ce drapeau blanc disparaît avec la monarchie restaurée en 1830. Louis-Philippe accepte de Lafayette à nouveau un drapeau tricolore, et le drapeau blanc devient celui des partisans de la monarchie traditionnelle, donc celui des légitimistes. Il reprend une dimension plus politique, voire un mot qui est pas très plaisant pour définir les légitimistes, mais plus partisane que nationale à ce moment-là. En tout cas, c'est ainsi qu'on veut le faire passer. Donc évidemment, on ne voit jamais notre Henri V auprès d'un drapeau tricolore pendant toute la période qui va jusqu'en 1870-71, celle où il a un espoir véritable d'être restauré. Alors, si on ne le voit pas avec un tricolore, par contre, qu'est-ce qu'il pense du tricolore? Alors ça, avant les événements des années 1870, on n'a pas vraiment de source sur ce que pense Henri V du tricolore, en tout cas du tricolore français. Mais comme vous le savez, on a retrouvé les carnets d'Henri V, c'est son journal en quelque sorte, où il donne des indications souvent assez courtes et peu détaillées. C'était pas quelque chose qui était destiné à être publié pour un grand public, c'était ses souvenirs à lui, et il n'avait pas besoin de beaucoup de détails, hein. Sans doute parfois c'était quelques notes et ça ravivait à sa mémoire ce qu'il avait envie que ça ravive. Et il nous parle du tricolore essentiellement pour les affaires italiennes, alors essentiellement à partir des révolutions de 1848, mais aussi des années 1860. Donc, quand l'unité italienne commence à se faire en 1860, c'est les chemises rouges qui débarquent à Naples, et donc là, il parle à plusieurs reprises du tricolore. Alors, d'abord, il l'évoque dans les années fin 1840-1850. Il évoque qu'il a vu des tricolores à Venise en particulier lors de ces moments de révolution. Et les évocations sont toujours négatives. C'est lié à des révolutions et on sent que ça lui déplaît. Dans les années 1860, avec les affaires de Naples, alors là, les choses sont tout aussi négatives, mais un peu plus développées, parce que le roi de Naples, François II, va abandonner le blanc traditionnel bourbonien
et bourboniste même, qui servait de drapeau aux Napolitains, au royaume de Naples. Donc depuis la restauration bourbonienne là-bas, après la chute de Joachim Napoléon, donc de Murat, et il va adopter François II un tricolore, donc vert, blanc, rouge, frappé des armoiries des Bourbons Sicile. Et ça, pour Henri V, c'est clairement une erreur. Hein, il le dit, en gros, il explique que ça lui porte pas chance parce que de toute façon, ça n'arrête pas les révolutionnaires. Il continue et finalement, il est renversé, François II, malgré cette concession symbolique aux révolutionnaires italiens et aux nationalistes italiens. Donc ça lui a pas porté bonheur et ça n'a pas vraiment d'efficacité. Pourtant, dans les mêmes mémoires, on trouve un dessin où il a justement, notre Henri V, dessiné un projet éventuel de drapeau en cas de restauration, qui est un drapeau tricolore avec les armoiries de France au centre. Donc c'est exactement la composition de François II en Sicile, mais adaptée à la France. Alors, il se trouve que cette composition est antérieure de plusieurs années à ce qui s'est passé en Sicile. Donc il n'y a pas vraiment beaucoup de mentions autres dans ces mémoires du tricolore. Alors, les mentions essentielles vont se trouver à partir donc des possibilités de restauration à partir de 1870. Et là, les mentions sont extrêmement hostiles. Hein, il appelle ce drapeau clairement le drapeau de la Révolution, les couleurs de la Révolution. Il est vraiment très remonté contre le tricolore. Alors moi, de ce que je vois, je pense qu'il y a eu plusieurs phases. Alors déjà, c'est une certitude dans les idées politiques d'Henri V, on sait qu'il y a eu plusieurs phases. Je veux pas l'insulter, mais je dirais qu'il y a eu une période dans les années, mettons fin 1840, début 1850, où on pourrait dire qu'il était plus libéral. Alors attention, j'ai pas dit qu'il était libéral, il était plus libéral que ce qu'il va laisser apparaître ensuite. Il est jeune, il a des idées qui sont celles de son temps. Il a sans doute un peu trop écouté ou lu Chateaubriand à certains moments, mais il va rapidement s'éloigner de ça en voyant que c'est une impasse. Donc à ce moment-là, on n'a pas de mention du drapeau tricolore, mais je pense il lui est pas fondamentalement hostile. On verra, en quelque sorte. Ça doit être un peu son point de vue. Et puis, ce qui va déclencher vraiment l'hostilité envers ce drapeau tricolore, c'est à mon avis les échecs successifs de Napoléon III. Alors déjà, le drapeau tricolore est entaché du fait il devient un drapeau de révolte et de rébellion contre la monarchie légitime, ce qu'il n'était pas forcément au départ. C'est le drapeau de la Révolution, certes, mais bon, il y a un moment où le royaume le royaume des Français plutôt, a ce drapeau rouge, blanc, bleu. Voilà, c'est un fait. Louis XVI l'a pas choisi, c'est comme ça. Mais il y a comment dire, l'implication de ce drapeau, c'est plutôt signaler la nationalité française sur les bateaux. Après, ça devient le drapeau des armées révolutionnaires et républicaines. Ça commence à être un problème. Mais comme on le voit, quand Louis XVIII adopte la cocarde, ça veut dire bon, ça s'est un peu dilué ce problème-là. Par contre, aux 100 jours, les drapeaux blancs sont brûlés, rangés, et on reprend le drapeau tricolore. Donc là, le drapeau tricolore perd beaucoup aux yeux des Bourbons. Il devient clairement le drapeau d'un parti opposé à la monarchie légitime. Et c'est ce qu'il est toujours en 1830. C'est un drapeau d'opposition à la monarchie légitime. Alors le temps ayant passé, le drapeau révolutionnaire devenant de plus en plus le drapeau rouge, le drapeau tricolore étant adopté par certains milieux conservateurs,
éventuellement des milieux militaires. C'est plutôt les libéraux conservateurs en réalité qui l'adoptent et qui lui retirent la partie la plus enragée de ses caractéristiques révolutionnaires. Donc bon, éventuellement, Henri V se dit peut-être que ce drapeau est acceptable. Mais les défaites de Napoléon III vont finir de l'entacher. Il y a un mot célèbre d'Henri V, c'est « il est des hontes que le drapeau blanc, n'a pas connu ». Sous-entendu, le drapeau tricolore, lui, c'est couvert de honte, que ce soit Waterloo, que ce soit les défaites essentiellement diplomatiques et les reculades de Louis-Philippe, en particulier avec les affaires d'Allemagne en 1840-41, ou que ce soit les défaites successives de Napoléon III. On aurait trop tendance à associer le tricolore seulement à la défaite dans la guerre franco-prussienne. Faut pas oublier que ce drapeau, c'est aussi celui qui accompagne nos troupes au Mexique. Alors, on s'est retiré du Mexique un peu comme les Américains se sont retirés récemment d'Afghanistan. On peut pas dire qu'on ait subi une défaite militaire, on a simplement abandonné le terrain. Voilà, il n'y a pas eu de bataille honteuse, au contraire, la bataille de Cameron, même si c'est une défaite, est plutôt une glorieuse défaite. Mais c'était pas vraiment non plus une bataille. C'est pas une grande bataille rangée. C'est pas Waterloo et c'est pas les batailles de 1870. Donc, par contre, il faut pas oublier qu'Henri V, lui, il est exilé dans l'empire d'Autriche à ce moment-là, qui vient devenir l'empire austro-hongrois en 1867. C'est aussi pour ça que Napoléon III essaye de le séduire en accordant le trône du Mexique à Maximilien, le frère de l'empereur, mais ça échoue complètement. Deuxième problématique, Rome. Donc l'unité italienne s'est faite, sauf avec le Latium et Rome, hein, que l'armée française défend sous Napoléon III. Rome a alors c'est pas une occupation, parce que c'est plutôt une protection française contre une invasion tricolore mais italienne. Or, avec la défaite face aux Prussiens, eh bien, à nouveau, on abandonne le terrain, comme au Mexique, et ce qui va énormément choquer les catholiques français à l'époque, eh bien, le pape perd son pouvoir temporel, il se retrouve en quelque sorte prisonnier au Vatican. Alors prisonnier volontaire, hein, parce que le roi d'Italie, bien sûr, adorerait que le pape sorte du Vatican et le reconnaisse officiellement, mais le pape décide d'être reclus dans ce qui lui reste de palais, hein, le palais donc le palais apostolique du Vatican. Donc à nouveau, le drapeau français, là, en se retirant honteusement, en quelque sorte, ne peut que déplaire aux catholiques royalistes qui est Henri V. Enfin, royalistes, aux catholiques qui est Henri V. Alors pourtant, le même Pie IX lui dira un peu plus tard, le drapeau tricolore a fait de bonnes choses, regardez, il nous a protégés pendant longtemps à Rome. Mais Henri V, à mon avis, voit plus l'abandon que la protection. Donc, ces événements successifs, ces défaites successives qui touchent la France, le pape et l'Empire catholique d'Autriche, et qui sont liés à des reculades, des hontes qui entachent le drapeau tricolore, à mon avis, rendent Henri V extrêmement hostile à ce drapeau tricolore, beaucoup plus hostile que ce qu'il était à l'origine. Ça renforce hautement son hostilité. Alors, comment dire, on en arrive aux événements entre 1870 et 1873, c'est-à-dire au moment où Henri V aurait pu être restauré et où l'historiographie, je dirais, issue d'une sorte de roman national simpliste, nous le fait passer pour un crétin, tout simplement, un imbécile, qui, pour une serviette, c'est le mot du pape Pie IX, tout ça pour une serviette, donc qui serait le drapeau blanc, eh bien, il aurait gâché les possibilités de restauration,
Et vous avez aujourd'hui beaucoup de royalistes, enfin de monarchistes, parce qu'ils ne sont pas forcément légitimistes, ces gens-là, ils sont plutôt orléanistes, qui lui reprochent sans cesse d'avoir abandonné les perspectives de restauration pour une histoire symbolique, une histoire de drapeau, à laquelle bien souvent ils ne comprennent rien et en plus ils simplifient. C'est vous ne voulez pas me donner le drapeau blanc, moi je veux pas être roi. En gros, on peut simplifier ça comme ça. Ou alors comme un petit enfant puéril, je veux le drapeau blanc, je veux le drapeau blanc. Bah non, nous on n'en veut pas, donc on te rappelle pas et tu seras pas roi. C'est un peu la manière de présenter les choses. Or, les choses sont bien plus complexes que ça. Déjà, bon, comme je l'ai dit, il est hostile au drapeau tricolore, sans doute dès le début, et cette hostilité se renforce progressivement à cause de faits italiens et français d'ailleurs, qui associent toujours plus ce drapeau à la Révolution et à l'anticatholicisme en quelque sorte. Mais il aurait sans doute été en capacité de s'adapter. Dans les textes qu'on a de lui, en 1873, il est clair qu'il explique qu'il veut être restauré et qu'après on va discuter et qu'il trouvera un accord avec le peuple français ou avec ses représentants. Donc on peut supposer que dans la tête d'Henri V, il y avait sans doute plusieurs scénarios possibles, soit tout blanc, soit tout tricolore, c'est possible, mais peut-être aussi un mélange des deux, avec un drapeau royal qui aurait été le drapeau blanc, et un drapeau national peut-être tricolore, voire un drapeau tricolore qui serait essentiellement réservé à la marine ou à l'armée, mais pas aux bâtiments civils. Tout est possible. Il ne faut pas oublier que nous, dans la France actuelle, on est un peu absolutiste du drapeau. Il n'y a que le drapeau tricolore, mais que dans beaucoup de pays, il y a des drapeaux différents. Si on prend la Russie, par exemple, ils ont un drapeau tricolore bleu, blanc, rouge qui est le drapeau national, mais dans l'armée, ils sont restés au drapeau rouge. Alors ils l'ont changé, c'est une étoile d'or et plus une faucille et un marteau. Mais il y a évidemment une symbolique qui en fait, c'est un peu le problème qu'avait Henri V, c'est que le drapeau tricolore, certes, il y a des hontes qu'il a subies, mais il s'est aussi couvert de gloire, et ça Henri V le rappelle régulièrement, et d'autres royalistes, légitimistes, purs légitimistes, Chateaubriand aussi, disent, bon certes, c'était le drapeau des républicains ou de Napoléon, mais quand même, Austerlitz ou d'autres grandes victoires, ça fait plaisir à l'âme patriotique française, même si c'était des victoires contre nos intérêts. C'est l'armée française, c'est la grandeur de la France, c'est la gloire de la France. Ils pensent à ça. Ils regrettent bien sûr que ce soit une gloire qui ait été tournée contre la monarchie légitime ou contre les possibilités de restauration et contre ceux qui vont nous aider à rétablir l'ordre légitime. Mais il n'empêche que les légitimistes de l'époque reconnaissent quand même cette part de gloire qui s'attache aux trois couleurs. Et ben pour la Russie actuelle, c'est un peu pareil. Ils ont rejeté l'Union soviétique, mais il y a quand même la Grande Guerre patriotique et le triomphe des armées des armées de Staline finalement, même commandées par Zhukov, qui écrase l'Allemagne d'Hitler. Alors je sais bien, il y a toute une polémique. Est-ce qu'ils ont fait ça tout seuls ou est-ce qu'ils ont surtout mangé des conserves américaines et eu des armes américaines pour les soutenir? Mais il n'empêche qu'à la fin, c'est le soldat soviétique qui combat, et dans la mémoire populaire, la réalité historique va être effacée. On va se rappeler la gloire, une gloire acquise sous un drapeau ultra-révolutionnaire, là en l'occurrence le drapeau rouge, d'un régime qui à un moment a été détesté, même s'il revient un petit peu, il est à nouveau bien vu sur certains aspects, et surtout ces aspects, ce sont les aspects liés à la gloire militaire,
qui a pu acquérir ce drapeau. Donc le drapeau tricolore français, il a un peu la même problématique à l'époque. Il y a des côtés glorieux qu'il faut rappeler et qui n'est pas totalement rejeté. Et puis, je disais, ça c'est un exemple, hein, l'exemple de la Russie, mais vous avez un autre exemple plus proche de nous, le Luxembourg, où ils ont un drapeau qui ressemble au drapeau hollandais, hein, et pour cause, hein, la famille de Nassau a régné sur les deux territoires. Le bleu est un peu plus clair au Luxembourg, mais ils ont aussi un drapeau qui représente les armoiries, les premières maisons de Luxembourg, donc burlées d'azur très clair aussi et d'argent avec un lion de gueule, donc un lion rouge. Et ce drapeau, il est à usage interne. À usage externe, vous ne verrez que le drapeau ressemblant aux Pays-Bas, mais à usage interne, sur les bâtiments publics, on va beaucoup trouver le drapeau héraldique. On trouve l'autre aussi, hein, mais le drapeau héraldique, on le trouve sur le palais du Grand-Duc, mais aussi sur le palais du Parlement ou Assemblée nationale, je sais pas comment on dit au Luxembourg. On le trouve qui flotte sur des mâts dans les villes luxembourgeoises. Donc ils ont aucun problème à avoir deux symboles. Alors les deux symboles ont les mêmes couleurs, mais après tout. Voilà, en France, il y a même sur le drapeau blanc, quand il y a les armoiries de France complètes, il va y avoir du bleu et du rouge, forcément. La couronne a un bonnet rouge et le champ de nos armoiries est d'azur. Alors, donc on peut dire que Henri V n'est pas un fanatique du drapeau, pour cette raison-là et pour d'autres. On a des propos ambigus de sa part. Il aurait dit, par exemple, qu'il voulait bien d'un drapeau couleur chocolat ou d'un drapeau à 7 couleurs. Bon, alors, un drapeau à 7 couleurs, ça peut être ambigu. Alors, j'ai compté une fois que sur un drapeau comme ça, il y a effectivement 7 couleurs. Donc, alors je suis pas sûr que Henri V a dit ça en pensant à une telle chose et en voulant faire de l'humour, mais ça veut bien dire que après tout le drapeau n'est pas important. Non, lui il est fanatique des principes et pour lui il est clair qu'en lui imposant le drapeau tricolore avant qu'il soit restauré, on veut lui imposer les principes de la Révolution. S'il est restauré, qu'il pose les bons principes qui sont les siens traditionnels, et qu'ensuite on discute des symboles, le drapeau tricolore pourrait là devenir acceptable. Il pourrait être nettoyé de sa symbolique révolutionnaire et trouver une autre symbolique. Ce sont des choses qui arrivent. On en parlait tout à l'heure, hein, le drapeau blanc à Croix-Rouge qui symbolise d'abord les chevaliers français et qui finit par symboliser l'Angleterre. Vous voyez, on peut... lui a mal tourné. C'est un drapeau qui commençait bien et qui finalement finit très mal en devenant anglais. Donc un drapeau qui commence mal en étant révolutionnaire et qui finit bien en trouvant dans la tradition une nouvelle définition, ça aurait pu être pas mal. Et c'est peut-être ce à quoi pensait Henri V. Donc dans toutes les lettres, tous les manifestes, tous les discours qu'il tient dans les années 1870-73 autour de la question du drapeau, à aucun moment il ne dit qu'il veut absolument le drapeau blanc, il dit qu'il ne veut pas l'abandonner. C'est très différent. Il ne veut pas l'imposer, il ne veut pas l'abandonner. Et il explique, le tricolore, si on le lui impose, il viendra avec les idées révolutionnaires, et que donc la restauration ne servira à rien. En gros, on aurait un roi légitime de la Révolution. Et il le dit clairement, je ne veux pas être le roi légitime de la Révolution. En fait, ceux qui viennent le solliciter pour adopter le drapeau tricolore et accepter la restauration veulent restaurer en réalité plutôt la monarchie de Juillet, en tout cas un système qui ressemblerait à ça, mais avec un roi légitime, pas un usurpateur. Donc ça, pour Henri V, ça n'est pas possible. Et donc il ne veut pas qu'on lui impose les choses. C'est au roi d'être restauré d'abord et de discuter ensuite pour choisir les symboles. C'est exactement ça, son point de vue et ce qu'il défend. Et ça n'est pas accepté par ceux qu'on peut qualifier de libéraux conservateurs, c'est-à-dire la grande majorité
de la majorité monarchiste à l'Assemblée nationale élue en 1870-71. Ces gens-là, alors il y a beaucoup de légitimistes, il y a à peu près autant d'orléanistes. Alors les orléanistes sont tous des libéraux conservateurs, mais il y en a aussi chez les légitimistes. Et on va aussi avoir des gens qui comprennent pas la force des symboles, y compris chez les députés légitimistes, et qui vont tous essayer tour à tour de mettre la pression sur sur Henri V. Mais ce que le roi lui-même remarque, c'est que quand des simples Français viennent le voir, des ouvriers, des paysans, des gens qui ne sont ni des politiques ni des gens issus de la noblesse viennent le voir, il n'est jamais question de la question du drapeau. Ils veulent leur roi légitime et à aucun moment on lui fait de réflexion sur ah oui non mais il faut accepter le drapeau tricolore sinon ça va pas être possible. Les seuls qui viennent le rencontrer et qui lui mettent la pression sur ce sujet-là, ce sont des gens qui sont soit orléanistes, soit des légitimistes un peu libéraux ou des légitimistes comment on pourrait les définir cela, des légitimistes qui n'ont pas vraiment d'espoir finalement, qui se disent que la restauration est possible, mais à condition de capituler justement en race campagne sur les principes. Ils veulent bien la monarchie légitime, mais enfin le roi légitime, mais ils pensent que les idées traditionnelles, ils pensent que les idées légitimistes sont foutues et que donc Henri V doit les abandonner et se soumettre à l'ère du temps finalement. Et Henri V, lui, nous explique à plusieurs reprises que s'il fait ça, eh bien, c'en est fait de la royauté légitime, évidemment, mais de la France aussi, et que de toute façon, il va construire sur du sable, parce que après lui, ou même déjà dès son règne, il sera renversé. Il se dit que essayer de concilier la révolution et la tradition, c'est ce qu'a voulu faire le Directoire, c'est ce qu'a voulu faire Napoléon, c'est ce qu'a essayé de faire d'une manière plus subtile Louis XVIII, c'est ce qu'a voulu faire Louis-Philippe, c'est ce qu'a encore voulu faire Napoléon III, c'est ce que veulent faire les députés, et en gros, vu ce que je suis en train de dire, c'est ce qui échoue toujours depuis en gros la Révolution. Et quand je dis c'est ce qu'a voulu faire le Directoire, on peut même dire que c'est ce qu'a voulu faire l'Assemblée législative à la fin du règne de Louis XVI. Donc c'est un échec complet, on ne peut pas, c'est comme mélanger l'eau et l'huile, la tradition et la révolution ne peuvent pas se mélanger, ça n'a jamais marché. Alors certains vous diront que la Ve République montre que ça marche avec un président un peu monarque isolé et quand même les principes issus de 89. Bon, ce qui se passe actuellement nous montre que ça marche peut-être un temps. La royauté en France, c'est 1500 ans pratiquement. La République la plus longue a duré 70 ans. Voilà. Et l'actuelle doit approcher des... Ouais, elle aura 65 ans cette année. Et elle est assez mal en point, même si elle peut sans doute encore durer longtemps, puisque certes, comment dire, la République gouverne mal, mais elle se défend bien, donc elle peut durer encore un peu. Bien. Donc, pour finir sur les années 70-73, clairement, pour ce qu'il faut en conclure, c'est que Henri V ne rejette pas la restauration pour une histoire de drapeau, mais pour des principes. Restaurer la royauté dans des conditions qui feraient que dans les 10 ou 20 années qui suivent, elle s'effondrerait, n'a aucun intérêt pour lui. Et ce serait même, en quelque sorte, l'avilir. La rabaisser, ce serait détruire l'espoir que certains ont en la tradition et en la royauté légitime, en l'avilissant, en l'abaissant au niveau de tous ces régimes qui n'ont pas fonctionné et qui se sont effondrés depuis la Révolution. Et dans ces régimes, on peut même faire emporter la Restauration, qui pourtant est une période qui nous convient généralement bien, mais il y a des légitimistes qui rappellent que même la Restauration a ses travers. Parfois, elle a été trop libérale, peut-être qu'elle n'a pas été assez sévère aussi avec
les hommes de la Révolution, et que du coup, et surtout avec les principes de la Révolution. Alors il y a des raisons à cela. Déjà, la Restauration n'a duré que 15 ans, donc elle n'a pas eu forcément le temps et le loisir de tout réparer. Elle a déjà fait beaucoup pour cela, mais il y a des choses qui n'ont pas été complètement remises en cause, soit parce que on n'y a pas pensé, soit parce que on n'a pas réfléchi plutôt, soit parce qu'on n'a pas eu le temps. En particulier tout ce qui concerne le code civil, euh, dont on oublie, enfin on a peut-être maintenant, et à l'époque aussi, une vision assez neutre de la chose, en se disant non mais le code civil, après tout, a mis en forme des règles, c'est pratique, ça a des bons côtés, mais on oublie que en réalité, c'est pas les travaux commencés par Louis XIV, sous le règne de Louis XIV, qui aboutissent au code civil finalement sous Bonaparte. Certes, ils ont repris le travail fait à la fin de la monarchie, mais ils ont introduit dedans les idées de la Révolution. Donc certes, une codification était nécessaire, et déjà la monarchie l'avait compris, même si elle n'avait pas pu aller jusqu'au bout de cette affaire-là. Mais la codification qui s'est faite ensuite avec Napoléon et la Révolution a distribué les idées révolutionnaires, les principes révolutionnaires dans le Code civil. Ce qui fait que toute la société est régie parce que certains partisans de la Révolution qualifient d'évangile de la Révolution et des principes d'évangile des principes révolutionnaires. Comme ça qui est vu par certains le Code civil. Donc ça, la Restauration ne l'a pas aboli, et elle a été très très critiquée sur plein de points. Elle a laissé une liberté de la presse. Alors, loin de moi l'idée d'établir une censure digne d'un régime totalitaire, hein, mais je rappelle que les lois sur la presse actuellement, sous la Ve République, sont beaucoup plus répressives que les lois de l'époque de Charles X ou de Louis XVIII. Et que ce qu'a fait Charles X par les ordonnances, c'était suspendre la liberté de la presse, sans doute avec l'idée de faire des lois pour imposer plus d'honnêteté aux journalistes, hein, qui avaient une forte je sais pas pourquoi j'emploie le passé, j'allais dire qu'il y avait une forte tendance à mentir, déjà à l'époque. Bon, ils l'ont toujours, souvent, malheureusement. Donc ils voulaient réguler tout ça. Alors il n'en a pas eu le temps. Il n'a peut-être pas utilisé la bonne méthode non plus. Peut-être qu'il aurait fallu réguler petit à petit plutôt que de suspendre et de dire on fera le boulot après. Mais en tout cas, toutes ces choses que n'a pas fait la Restauration, et qui ont participé à son effondrement, Henri les a encore en tête dans les années 1870, et sans doute ne veut-il pas faire un régime qui serait bancal et qui serait un échec. Il faut pas se tromper, hein, c'est pas parce que Henri V se dit qu'il n'y a rien à marcher depuis la monarchie absolue, enfin depuis Louis XVI, qu'il pense que tout était parfait sous Louis XVI, parce que après tout, cette monarchie-là aussi a fini par tomber. Il dit dans un de ses discours qu'il faut reprendre ensemble, les Français et lui, le travail qui s'est interrompu en 1789. Donc il faut refaire une France fondée sur les principes traditionnels, mais avec des améliorations qui sont tout à fait dans la tradition capétienne de pragmatisme, et qui ferait qu'on n'arriverait pas aux contradictions qui ont entraîné l'effondrement de 1789. Henri V veut ça. Il comprend que si on lui impose d'abord le tricolore et l'idéologie qui va avec, il ne pourra pas y arriver. Et c'est pour ça qu'il refuse à la fois le drapeau et la restauration d'une monarchie finalement mauvaise, non traditionnelle, et vouée à l'échec. Voilà. Donc c'était loin d'être un imbécile. Il a bien pensé ce qu'il faisait. Est-ce qu'il l'a regretté ? Sans doute, mais pas pour les raisons qu'on puisse imaginer, non pas pour l'idée de se dire j'ai raté une couronne. Il a peut-être regretté qu'une autre possibilité ne se présente pas,
de montrer aux Français que la tradition aurait été meilleure. On sait ce qu'il en est advenu, la République s'est imposée et voilà, elle a imposé l'idéologie anticatholique de la Révolution petit à petit. Bon, il faut dire que de toute façon, dès le moment où Thiers a été nommé chef du gouvernement, tout c'était déjà perdu, avant même que le roi décide de ne pas accepter une restauration qui échapperait au principe. Il y avait déjà une grave erreur des députés légitimistes lorsqu'ils ont accepté que Thiers devienne chef du gouvernement. Ils ont accepté un orléaniste qui est quand même le type qui a mis le feu aux poudres en 1830 par ses articles de presse qui ont déclenché la Révolution de Juillet. C'est celui qui était le ministre qui a fait emprisonner la duchesse de Berry. Et bon, il a une réputation détestable du point de vue légitimiste, déjà à l'époque. Donc il était évident qu'un personnage pareil n'allait rien faire. Il a chassé le grand-père, il a emprisonné la mère. On ne pouvait pas espérer qu'il arrange les choses pour qu'Henri V puisse facilement faire sa restauration. Et Thiers n'en voulait pas non plus de cette restauration. Et MacMahon, qui était certes réputé légitimiste, mais qui est aussi réputé ne pas être très malin, lui s'est entêté sur le drapeau tricolore. Je pense que lui, MacMahon, si on lui demande son avis sur l'échec de la Restauration, il aura le discours un peu traditionnel. Henri V était pas malin, il a tout laissé tomber pour un bout de tissu. Mais c'est plutôt lui, MacMahon, qui a pas été malin et qui a comment dire, voulu imposer aussi au roi ce tricolore sans se rendre compte des implications que ça avait. Donc voilà, les gouvernants de l'époque pouvaient pas non plus aider à ce qu'une restauration réussisse. Il faut rappeler qu'avec Thiers, il y a un ministre légitimiste seulement, je crois qu'il est aux travaux publics, et c'est pas une figure particulièrement connue. Il y a aucun préfet légitimiste, ce sont tous des républicains ou des orléanistes. Donc de toute façon, l'État était vérolé dès 1870-71 et ne pouvait pas permettre la restauration d'une monarchie traditionnelle. On pourrait presque dire que ce qu'on appelle l'État profond aujourd'hui n'en voulait pas. Et donc c'est les gens qui y sont liés, ce sont eux qui nous rapportent souvent cette histoire du refus du drapeau tricolore qui expliquerait l'échec de la Restauration. Et donc ces gens-là sont liés soit à la République, soit à l'orléanisme. Il est évident qu'ils avaient intérêt d'écrire l'histoire de manière à faire passer Henri V pour un imbécile, pour quelqu'un de pusillanime qui rate son destin pour un bout de tissu, et qu'après tout, mieux vaut une république d'abord très orléaniste, la République des Ducs, voire une république tout court, qui conserve leurs intérêts. L'orléaniste Thiers, qui est monarchiste orléaniste, bien sûr, au départ, finit par être républicain parce qu'il trouve que la place de président de la République est une bonne place. Donc on voit ce qui s'oppose finalement, un régime moral, qui serait celui de la tradition, face à un régime de profiteurs, qui est celui de la République et de l'orléanisme, qui, comme je l'avais dit lors de ma dernière intervention, n'est qu'une forme de la République avec un roi à sa tête. J'avais dit, la Ve République, au début, elle est définie comme quasiment une république orléaniste de ce point de vue-là. C'est pas un roi, mais un président qui s'apparente à un roi limité, et donc c'est très très orléaniste. Donc la République et l'orléanisme ont toujours partie liée, et dans l'échec d'Henri V, en 1870-73, il est clair que ce phénomène se retrouve. Donc voilà pour Henri V. Alors, on va partir de 1873 et jusqu'à aujourd'hui. Il y a une validation qui s'est produite du récit, qui est un récit donc de roman national sur l'échec de Restauration et cette histoire de drapeau blanc d'Henri V. Beaucoup de légitimistes, encore aujourd'hui, sont persuadés que oui, il a échoué à la Restauration parce qu'il a été trop fanatique du drapeau.
et ils oublient qu'en fait non, ils étaient fanatiques des principes, ce qui est une bonne chose, mais pas du tout du drapeau. Puis finalement, pourquoi? C'est parce que c'est ce qu'on retrouve dans la plupart des textes imprimés. Les magazines d'histoire que les gens lisent souvent, les Historia, l'Histoire ou je ne sais quoi, surtout les Historia des années 50-60, reviennent souvent sur ce phénomène et toujours ou très souvent sur une explication assez simpliste. Et même quand vous avez des articles ou des ouvrages qui disent la vérité finalement, que c'est plus les principes qui ont posé problème que le drapeau, eh bien même les gens qui le savent finissent dans des articles de vulgarisation ou dans des propos simplistes à en revenir à la légende noire du drapeau blanc et d'Henri V. Donc c'est un peu problématique parce qu'on retrouve ça souvent et du coup tout le monde est imbibé de cette histoire et finit par y croire finalement, y compris ceux qui ont le moins de raison de le faire, c'est-à-dire les légitimistes. Alors finalement, depuis quand même quelques années, quelques décennies, la conscience que ce récit est bidon, il n'y a pas d'autre mot, comprennent de plus en plus le fond du problème, et la plupart des ouvrages sérieux édités ces dernières années font référence forcément à la légende, mais pour démontrer qu'elle est fausse. Le drapeau blanc maintenant, de quoi est-il le drapeau aujourd'hui? Alors c'est difficile pour les légitimistes, mais c'est un drapeau essentiellement politique aujourd'hui. C'est le drapeau d'un parti, le nôtre, même si nous ne nous définissons pas comme un parti. C'est le drapeau des partisans, en tout cas, de la monarchie traditionnelle et légitime. Alors on a du mal à le dire parce qu'encore au XIXe siècle, un député légitimiste pouvait dire non, le drapeau blanc n'est pas le drapeau d'un parti, car les légitimistes ne sont pas un parti, ils sont la nation elle-même. Mais malheureusement, vu ce qui est en train de devenir notre nation, et vu le travail de sape qui se fait à tous les niveaux d'éducation sur les principes républicains, les gens ont oublié la vraie valeur du drapeau blanc, connaissent mal l'histoire symbolique de la France, l'histoire des trois couleurs même, bleu, blanc, rouge. Comme je l'ai dit au début, ils connaissent cette légende inventée par Lafayette, mais ils connaissent pas la réalité des choses, ni la longue histoire des rapports entre le bleu, le blanc et le rouge. Et donc donc c'est un drapeau essentiellement politique et essentiellement légitimiste. Les orléanistes à un moment ont essayé de le récupérer, mais ils ont rapidement laissé tomber. Et vous savez bien que quand on va voir une manifestation d'Action française, ils n'ont pas de drapeau blanc. La majorité du temps, ils ont des drapeaux tricolores. S'il y a un drapeau blanc qui se balade par hasard, c'est que quelqu'un n'a pas tout compris en venant dans la manif. Voilà. Alors, le dernier point que je peux aborder, c'est s'il y a une troisième restauration un jour, quel drapeau? Parce que souvent, c'est la question des gens. Alors, si on restaure le roi, quel drapeau y aura-t-il? La réponse est simple, c'est au roi de décider. Ce qu'a établi Henri V, on me restaure d'abord, on en discute après, ça me paraît être fondamentalement ce qu'il faut faire. Pourtant, en attendant, nous, légitimistes, notre drapeau reste le drapeau blanc. On aura bien des questions à se poser parce qu'il est évident qu'on ne pourra pas avoir un drapeau tout blanc en cas de restauration pour des raisons internationales. La signification d'un drapeau tout blanc nous empêcherait d'en avoir un comme cela, qui s'est posé par exemple avec le drapeau de la Bosnie dans les années 90. Ils ont été obligés de changer parce qu'il était trop blanc. Bien qu'il existe des drapeaux blancs, celui de Chypre est tout blanc avec des symboles, certes. Donc il faudrait trouver alors non pas un compromis avec le tricolore, mais quelque chose qui soit utilisable et traditionnel. Un drapeau blanc moderne en quelque sorte, même si ça peut paraître bizarre de le dire comme ça. Ça peut être une solution à réfléchir, mais dans tous les cas, même si nous avions des idées de ce type-là, tout ce que nous pourrions faire, ce serait les présenter
au roi, mais pas de lui dire c'est ça ou rien. À lui de voir. Et comme vous le savez, il arrive fréquemment que lorsqu'il vit en France, Louis XX soit entouré par des drapeaux blancs. Hein. J'ai encore diffusé des photos de lui avec un beau drapeau blanc en fond lorsqu'il a participé à la manif après la manifestation pour la vie, la marche pour la vie après les cérémonies en hommage à Louis XVI. Mais on le voit aussi auprès de drapeaux tricolores, souvent parce qu'ils sont portés par des anciens combattants, c'est lié à ça. Donc on retrouve toujours la question du drapeau et de l'armée. Il était évident qu'à l'époque d'Henri V, même l'armée n'était pas si attachée que ça au drapeau tricolore, mais bon, c'est un autre sujet, hein, donc je vais pas me lancer là-dedans. Aujourd'hui, après la guerre de 14, après les 2 guerres mondiales, on peut dire que l'armée y est attachée. Mais on trouve encore chez des gens qui ne sont pas royalistes, qui sont plutôt républicains, des remises en question du drapeau tricolore, en particulier après les événements d'Algérie en 1962. On trouve des textes de gens qui sont pourtant des nationalistes français plutôt républicains, qui disent que ce drapeau tricolore a vraiment subi trop de honte et qu'il faudra peut-être qu'un jour une nouvelle génération, en adoptant un meilleur régime, alors eux ils pensent pas à la monarchie, mais nous on y pense, adopte peut-être un symbole nouveau et non entaché de tout ce qui peut marquer le drapeau tricolore.